Mais je voulais poser aussi une question par rapport à ce que tu disais. On est complètement basé sur on va dire, sur un paradigme pasteurien. J'étais au salon de l'agriculture la semaine passée, je m'étais déguisé, j'avais enlevé mon écharpe pro, je suis très reconnaissable en France, et j'avais mis des grandes lunettes de soleil. On a réussi à s'infiltrer, on a filmé avec un copain journaliste la signature de la convention entre la direction au ministère de l'Agriculture qui s'occupe de l'enseignement et le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences. On les a filmés, faire leur gris-gris, etc. On les a filmés ensuite, on a fait 3 interviews, on a eu le président du GNIS. Ce monsieur ne fait que radoter résistance. Qu'est-ce que vous faites? On va créer des variétés résistantes. Sans plaisanter. Ça fait un siècle qu'ils sont en train de créer des variétés résistantes. Ils ont commencé 1900-1905. Pourquoi donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez 36, 40, 50 milliards de dollars qui sont utilisés tous les ans en pesticides? Si les variétés qu'ont créées les biotech ou les agronomes sont si résistantes que ça, pourquoi est-ce qu'on utilise des pesticides? Est-ce que le paysan, un jour, se pose cette question? Non, il a été lobotomisé, en fait. Donc, il achète des variétés résistantes qui viennent de Monsanto, Pioneer, etc. Et 2 mois après, il appelle la multinationale pour qu'on lui livre un insecticide, un pesticide quelconque. Vous voyez là où on en est. Parce que les travaux de résistance, entre guillemets, ont commencé aux États-Unis en 1905. Après, c'était les hybrides F1, 1922, 1925, qui ont été mis en place par qui? Par une boîte qui s'appelle Pioneer Hybrid, qui a été rachetée par qui? Par Dupont de Nemours, le grand prince de la chimie. Et qui possédait Pioneer? Monsieur Wallace. Qui était Monsieur Wallace? Secrétaire d'agriculture aux États-Unis, comme par coïncidence, et ensuite vice-président des États-Unis. Pourquoi se gêner? Et Jean-Pierre pourrait vous l'expliquer, tous les agros qui ne croyaient pas à ce phénomène d'hybridité d'hétérosis, ils ont été virés et ils ont embauché des agros qui, en fait, adhéraient au dogme. Et petit à petit, on a retiré toutes les variétés de population de maïs qui ont été remplacées par des variétés hybrides F1. Et ensuite, petit à petit, on a fait la même chose avec tout un tas d'autres plantes. Les tomates, les aubergines, etc., etc. Vous voyez? Donc le grand cirque des variétés résistantes dure depuis un siècle. Et c'est une supercherie totale, puisque tous les ans, on utilise des dizaines de milliards de dollars en pesticides. Et comme disait Jean-Pierre, tous les ans, on perd, vous savez combien on perd de récoltes? Qui sait? Dites un chiffre. Tous les ans. 20%. 20% des récoltes sont perdues sur la planète, quoi que vous fassiez. Donc tout ça est une grande fumisterie, mais pas pour Monsanto, BASF et tous ces gens de la chimie, Dupont, puisqu'ils s'en mettent plein les poches. Bien, ça c'était des états d'âme. Pour en venir à notre travail, Cocopelli. Jean-Pierre parlait tout à l'heure de Percy Schmeiser, donc au Canada, avec le problème qu'il avait eu sur le colza. Nous, ici, Cocopelli, en fait, on a quasiment le même problème en France. Ça fait 15 ans qu'on fait ce travail. La majorité de notre collection, ce sont des variétés qui ne sont pas inscrites sur le catalogue national. Et ça veut dire que, depuis des années, nous sommes harcelés par la répression des fraudes et par les attaques du gouvernement, du ministère de l'Agriculture et du lobby des semenciers. On a 2 procès sur le dos. Un semencier, Beaumont, nous a attaqués, un semencier de Nancy. Et le plus gros procès qu'on ait, c'est le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences, donc qui dépend du ministère de l'Agriculture, qui nous a attaqués avec la Fédération des semenciers, à savoir le grand lobby. On a gagné le premier procès en instance à Alès. On vient de perdre le second en appel à Nîmes. Alors que l'avocat général s'est levé en disant « la relaxe de Guillet, c'est moi », et donc Cocopelli relaxé. 2 mois après, juste pour Noël, la présidente se retourne contre son avocat général et nous condamne à 5 € par amende multiplié par 6500 amendes. C'est des amendes qu'ils ont créées pour nous, un nouveau décret. On a créé une amende, en fait, en France pour Cocopelli. On n'est pas d'accord, on va en cassation. La cassation, ça va prendre peut-être 1 an. Pour nous, ce n'est pas le problème de payer, on a de l'argent pour payer, parce que la solidarité juridique a été telle qu'on pouvait payer cette amende de 20 ou 22 000 €. Mais payer, ça veut dire la porte ouverte à de nouveaux procès, et ça veut dire éventuellement, ils auront la peau de Cocopelli s'il n'y a pas de changement de politique agricole ou de politique vis-à-vis des anciennes variétés. Donc c'est un combat assez forcené contre le ministère de l'Agriculture et contre le grand lobby des semenciers. Le GNIS,
qui est un groupement national interprofessionnel des semences. C'est une interprofession dont les fonctionnaires sont payés par l'État. Vous voyez déjà un peu le micmac déjà. Qui plus est, certains fonctionnaires de cette interprofession sont assermentés officiers de la répression des fraudes. Vous voyez encore le micmac. Et ils sont payés avec notre argent. Le GNIS a été créé en 1941 par le maréchal Pétain. Le CTPS, Comité technique permanent de la sélection, qui fait la pluie et le beau temps en France, a été créé en 1941 par le maréchal Pétain. Le SPV, le service de protection des végétaux, créé par le maréchal Pétain, 1941. Donc en fait, au niveau agricole, on peut dire qu'on est réellement sous un régime pétainiste, à savoir des décrets, que dis-je, des institutions qui ont été créées sous un régime d'occupation et de collaboration avec les nazis. Il faut appeler un chat un chat. Donc on est encore, et puis vous voyez ce qui se passe en ce moment, sous d'autres aspects, au niveau social, au niveau sécurité, au niveau policier, c'est Vichy qui réapparaît. On ne va pas trop en parler, ce n'est pas le sujet. Restons dans l'agriculture. Quand vous allez sur le site internet du GNIS, ils disent on a été créé en 1961. Ils mentent. Ils ont été créés en 1941, ils ne veulent pas le dire. En 1961, ils ont été, comment dire, ils ont eu un petit bouleversement à l'intérieur de la structure. Mais 1961, c'était ce que Jean-Pierre évoquait tout à l'heure, l'UPOV, l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. En 1961, c'était la création de l'OCDE. En 1961, c'était le début de la Révolution verte, et ça, si on a le temps, on peut en parler. Elle était verte surtout par la couleur du dollar. C'était une vaste fumisterie. En 1961, c'était l'Alliance pour le progrès de John Fitzgerald Kennedy qui allait évangéliser le tiers-monde avec le néolibéralisme. Donc 1961, ça a été une année sacrément gratinée. Il faut mettre, avec ces créations d'institutions, d'organisations, il faut mettre en parallèle la création d'un catalogue pour variétés qui date en France de 1905. Alors au début, ce catalogue, c'était soi-disant pour protéger les nouvelles obtentions végétales, le travail des sélectionneurs, Villemorin, Claus, Tézier, etc. Et petit à petit, vous avez une dérive pour en arriver au jour d'aujourd'hui, où le catalogue, en fait, est la liste des variétés qui peuvent être distribuées commercialement en France, et toute variété qui n'est pas inscrite sur ce catalogue est interdite par la législation. C'est pour ça que Cocopelli est attaqué. On a dans notre boutique 1 millier de variétés de tomates, laitues, courges, etc. La majorité de ces variétés ne sont pas inscrites sur le catalogue national et c'est pour ça qu'on nous attaque. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Il faut préciser que seules les variétés inscrites sur le catalogue peuvent être vendues. Oui, seules ces variétés-là. Si une variété n'est pas inscrite, elle ne peut pas être vendue. Attendez, elle ne peut pas être donnée et elle ne peut pas être échangée. En fait, dans ce pays, il est interdit de donner, d'échanger ou de commercialiser des semences de variétés non inscrites sur le catalogue national. Et maintenant, non inscrites sur le catalogue des variétés nationales, ça veut dire qu'ils n'appartiennent pas à un petit groupe d'une demi-douzaine de semenciers multinationaux. Voilà. En gros, c'est ça. Pourquoi? Parce que si on repart sur l'UPOV mentionné déjà par Jean-Pierre, l'UPOV a créé un cadre légal qui a permis, en fait, à ceux qui le souhaitaient, d'inscrire des variétés avec un brevet qui court pendant 25 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, à partir de 1961, toutes les multinationales de l'agrochimie se sont jetées comme des loups sur les semenciers. En l'espace de 30 ans, ils ont racheté quasiment 1 millier de semenciers de l'hémisphère nord. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous avez une dizaine de multinationales qui contrôlent 50% de la semence. Si on va sur le domaine des potagères, qui est notre domaine de travail, vous avez 5 multinationales qui contrôlent 75% des semences planétaires de tomates, de laitue, de courges, d'aubergines, de piments, etc. 5 qui contrôlent 75%, Monsanto étant le numéro 1. Monsanto étant numéro 3 l'an passé, mais Monsanto a racheté Seminis pour 1,4 milliard de dollars. Et en fin d'année, ils ont racheté Delta Pine, qui avait mis en place le fameux gène du Terminator avec le USDA, qui est le ministère de l'Agriculture aux États-Unis. Donc l'an passé, Monsanto, ayant racheté Delta Pine et Seminis, est devenu le numéro 1. Vas-y.